et la personne va jouer 10 000 $ de poker en une main, elle va tout perdre et la personne pourra, enfin le hacker pourra sortir les 10 000 $ directement sur son compte. C'est totalement illégal, c'est totalement pas éthique parce que là on est sur de la pure arnaque, mais quand on rentre dans ce schéma-là, faire de l'argent en dizaines de milliers d'euros, en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros, c'est très très simple. Hello tout le monde, vidéo sur la chaîne du Grand JD avec Rabin des Bois sur l'histoire de Hush Puppy. Franchement, ça va être très très sympa, un des plus grands scammers que la Terre ait connu, avec tous les brouteurs, beaucoup de phishing, etc. Donc on va regarder et commenter cette petite vidéo ensemble. Let's go. Un régal d'être là, merci beaucoup. Mais c'est toi qui m'as dit viens dans ce hangar, je vais te parler d'une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ce délire? Rabin des Bois, toi, si rapidement on devait tuer et te représenter aux gens, bon, déjà, tu t'es écrit des livres, Ouais. tu connais un peu le monde du hacking. Il se peut que j'ai eu un petit passé dans le cyber. Bon. En tout cas, à mes yeux, je connais plein de trucs incroyables et tu m'as surtout parlé de cette histoire, une dinguerie. Aujourd'hui, on va parler d'un hacker qui s'appelle Hush Puppy. À mes yeux, dans les 10 dernières années, c'est le meilleur hacker. C'est même pas... C'est-à-dire qu'en termes de combien il a généré par rapport à ce qu'il sait faire, le ratio, il est infini. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très très peu de compétences techniques, objectivement, mais qui pourtant a réussi à voler des centaines de millions d'euros. Il a été arrêté en juin 2020 par une opération conjointe entre le FBI, Interpol et la police de Dubaï. J'ai jamais vu, ouais. Première fois que quelque chose comme ça arrive. Sa vie, c'est des suites d'hôtels, sa vie est folle. C'est le Tony Montana de 2020. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué, tu m'as dit, ce mec-là, il y aura forcément une série genre Netflix sur lui. 100%. Tellement 100%. c'est incroyable, sa vie est incroyable. C'est sûr. Donc aujourd'hui, on va vous parler l'histoire d'un... Comment on peut dire ça? C'est l'un des hackers les fous de ces dernières années. Un arnaqueur un petit peu comme ça, ouais. L'un des plus grands. Ouais, une différence entre hacker et scammer, où on appelait scammer script kiddies, quelqu'un qui utilise en gros des logiciels déjà préparés et qui arnaque des gens. Hacker, c'est autre chose. Cybercriminel de tous les temps, le meilleur cybercriminel de la décennie, le cybercriminel le plus rentable de la décennie, quelque chose comme ça. Tu m'as dit, le mec, il est né au Né au Nigeria, 11 octobre 1982, dans un milieu populaire qui est assez pauvre. Son père est chauffeur de taxi, sa mère, elle était boulangère, je crois. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos sur sa vie, en tout cas sur sa jeunesse. Un petit mot peut-être sur le Nigeria, très rapidement quand même, je glisse ça. Le Nigeria, c'est un pays qui est extrêmement digitalisé, qui connaît très bien Internet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2021, le Nigeria, c'est le 3e pays au monde qui utilise le plus le Bitcoin. Donc en fait, c'est un pays où les crypto-monnaies sont très installées, si bien même que le gouvernement a peur de ça, par rapport à la monnaie qu'il y a là-bas. Là-dessus, qui dit un pays qui est très ancré dans Internet, dit malheureusement aussi qu'il y a une expansion du cybercrime. Au Nigeria, c'est très connu, tu sais, les lettres de je suis un prince héritier, j'ai 300 millions, clique sur ce lien pour recevoir les 300 millions, envoie-moi ton RIB. T'as peut-être déjà reçu des emails comme ça? Beaucoup. Ok. Ouais. Est-ce que tu as aussi reçu, par exemple, ce qu'on appelle les love romance, c'est-à-dire des histoires d'amour? Du genre, je suis amoureux de toi, le grand, ou JD, s'il te plaît, envoie-moi 100 000 Beaucoup euros. aussi, ouais, beaucoup. Donc tout ça, en fait, initialement, c'est des formes de hacking qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale, qui donc ne sont pas basées sur des compétences techniques, mais purement sur l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on estime que le maillon le plus faible n'est pas le système, n'est pas l'ordinateur, mais l'être humain. Et donc, du coup, exactement, on va aller focus sur l'être humain. Le Nigeria... C'est ça, hein. Si vous connaissez un petit peu les stories des hackers, même à l'époque de Kevin Mitnick, qui était un des hackers les plus connus, c'était même pas forcément un hacker, hein. Il y a eu un film sur sa vie qui a été romancé un petit peu, je pense, mais c'est pas le plus grand hacker, mais justement, ces mecs sont très très forts en social engineering, donc rentrer dans ta tête, se faire passer pour quelqu'un d'autre, recevoir un document d'une personne bien placée, en le courtisant d'une bonne manière, en se faisant passer pour l'interlocuteur, voilà, quelqu'un qui lui donnerait confiance et qui lui demanderait pas des preuves, un justificatif, voilà. Vraiment, social engineering, ça se fait également beaucoup sur l'e-warring, par exemple. Beaucoup de personnes dans ces pays-là se font passer pour des femmes. Donc voilà, vraiment, faire de l'argent avec le scam, avec les arnaques, c'est accessible à tous. En Afrique, ils le font très bien et ça ne nécessite pas d'être techniquement un hacker. On peut faire beaucoup plus d'argent en ne connaissant pas grand-chose au web, mais en ayant les meilleures idées d'arnaque. Un essor incroyable dans ce type d'arnaque. On les appelait les Yahoo Boys, et en gros, c'est des mecs qui, toute la journée, faisaient ça. Ils envoient des mails, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs. Ces arnaques-là, c'est né un peu dans ce pays ou On pense que c'est parti de là-bas. On sait aujourd'hui, en tout cas, que pour le type d'arnaque dont je vais te parler avec Hush Puppy, 50% de ces attaques-là sont originaires du Nigeria. Hush Puppy,
Lui, il vient de ce milieu, un milieu très pauvre, Ouais. où il galère Ouais. et il commence à bidouiller sur un ordi avec des premiers emails et des premières petites arnaques. Ça commence comme ça. En gros, lui, à partir de ses 18 ans, il s'intéresse un petit peu à ça. Tout ce qui est cybercriminalité. Il y a un cybercafé à côté de chez lui où apparemment il passe pas mal de temps. Il rencontre justement des Yahoo Boys, donc des mecs qui font ces arnaques au grand-père multimilliardaire, à je veux t'épouser, envoie-moi 5 000 euros. Il rencontre ces gens-là, mais il réalise en fait très rapidement que c'est pas pro. Qu'en fait, tu as juste besoin d'avoir un petit peu de common sense, de sens commun pour réaliser que, vas-y frère, personne ne va jamais t'envoyer 5 milliards et t'as pas de grand-père au Mali, tu vois. Donc il améliore l'arnaque. Il Donc- trouve un autre stratagème. Exactement. En fait, à ce moment-là, lui il commence à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait gagner plus d'argent et de façon plus intelligente. Et il rentre dans un hack, une arnaque qui s'appelle le BEC et qui représente vraiment la clé de voûte de toute cette histoire. Le BEC, ça veut dire Business Email Compromise. Et en gros, c'est au lieu de cibler des particuliers comme toi et moi, on va aller cibler des entreprises. Des gros trucs. Non, mais ça, Des non, mais gros trucs bien fat, exactement. des énormes. Voilà. On va aller chercher là où il y a de l'oseille, là où il y a du tal, là où il y a du shekel. Et c'est où qu'il y a de l'oseille? Dans les banques, les énormes entreprises. Exactement, et surtout aux Du coup, États-Unis. du coup, il s'attaque à plein de grandes entreprises qui sont basées aux États-Unis. Alors au début, il ne s'attaque pas forcément à des grandes entreprises. Au début, ça commence de façon très minime, très gentille, entre guillemets. Déjà, dans les années 2010-2011, il part du Nigeria. Il quitte le Nigeria, il va à Kuala Lumpur, en Malaisie, et il s'y installe. Il fait son quartier général avec quelques associés à lui qui sont donc des arnaqueurs et des scammers comme lui. Il se spécialise donc dans ce dont on parlait, c'est-à-dire le BEC. Et le BEC, en fait, je vais t'expliquer peut-être le fonctionnement. Imaginons aujourd'hui qu'il y a le grand JD Prod, ok? Et que dans ta boîte de prod, il y a une comptable. Et admettons que tous les jours, tu es vraiment ta comptable qui doit faire des dizaines de paiements tous les jours. Et bah, si moi j'arrive à hacker l'ordinateur de ta comptable, je peux regarder sa boîte mail. C'est la première étape de faire ça, c'est l'infiltration. C'est que tu vas hacker quelqu'un qui est dans le système, dans l'entreprise, préférablement soit dans la comptabilité, soit au niveau du secrétariat. Et après, tout ce que tu vas faire, c'est de l'observation. Il y a une énorme partie d'observation où, en gros, tu vas regarder les mails qui rentrent, tu vas voir combien de dépenses fait la boîte, est-ce qu'il y a des factures récurrentes, très important, pour pouvoir voler de l'argent, et tu vas assimiler toutes ces informations-là, de façon à ce qu'au final, le job de la personne, tu la connais quasiment. Et un jour, quand il y a une grosse facture qui arrive, eh ben, ce que fait Hush Puppy et son équipe, c'est qu'ils changent les numéros, les coordonnées bancaires sur la facture par les siennes. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, cette arnaque, tu peux pas te dire que tu te fais arnaquer. Parce que si tu veux, quand tu reçois 15 mails par jour de paiement, et que tu fais des paiements de 300 000 euros et que c'est ton quotidien, au bout d'un moment, tu regardes même plus. Et lui, comme il a accès à ta boîte mail, il peut t'envoyer un mail, le marquer en non lu, avec une bonne adresse email spoofée, tu peux pas te douter, tu vois. La plupart des gens, en fait, ne pensent même pas à ça, soyons très honnêtes. Et donc, en fait, lui, il commence à faire ça, basé en Malaisie. Et ça commence à bien marcher. Il s'en sort bien. Et je ne l'ai pas précisé, mais le BEC, c'est quelque chose qui est dans les formes de hack qui rapportent le plus d'argent. Le FBI montre qu'en 2020, c'est numéro 1 et que c'est 1,8 milliard de pertes sèches. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'arnaquer une fois une personne, peut-être de 500 000 euros, que d'arnaquer, je pense, en tout cas avec ce type de méthode, 50 personnes de 1000 euros. 10 000 personnes, pardon, de 1000 euros, vaut mieux arnaquer une personne de 100 000 euros. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple, ça nécessite de se focus sur une seule personne. En plus, là, il parle de virus, etc. Créer des virus, c'est très simple, même encore en 2023. Il y a tout type de logiciels, on connaît parmi les plus connus les keylogger, les stealers. Donc les keylogger, c'est ce qui va enregistrer les frappes sur le clavier. Je trouve que c'est pas si ouf que ça. Mais par contre, tout ce qui est stealer, remote administration tool, en fait, quand vous avez accès au PC, vous avez accès à tout. Vous pouvez shut down le PC, vous pouvez activer la webcam, vous pouvez avoir le keylogger, vous pouvez avoir les mots de passe enregistrés via les cookies, vous pouvez avoir accès au PayPal, etc. Bah voilà, en fait, il suffit, par exemple, de créer des virus, de contaminer 10 000 personnes et d'identifier parmi les 10 000 PC zombies, quels sont les PC qui ont un but purement professionnel. Et là, ça peut être intéressant, comme il le dit, en checkant les emails lors de grosses transactions. Bon, après, moi, je suis pas du tout dans ça, mais je connais des personnes d'amis, etc., enfin de connaissances plutôt, qui faisaient également ça pour gagner de l'argent, qui n'étaient pas forcément en France. Et voilà, quelqu'un qui a un compte de poker et qui a 10 000 euros de crédité sur son compte, bon bah par exemple, cette personne-là, elle va jouer 10 000 euros de poker, enfin elle va se connecter directement sur le PC de la personne piratée, elle va se connecter à une table de poker, lui-même le hacker va créer un compte dessus, ils vont aller sur la même table, et la personne va jouer 10 000 $ de poker en une main, elle va tout perdre, et la personne pourra, enfin le hacker pourra sortir les 10 000 $ directement sur son compte. Donc c'est totalement illégal, c'est totalement pas éthique parce que là on est sur de la pure arnaque, mais quand on rentre dans ce schéma-là, faire de l'argent
en dizaines de milliers d'euros, en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros, c'est très très simple. Mais voilà, vous allez vous faire attraper un jour ou l'autre, c'est une évidence. Donc il faut faire très très attention. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que créer des virus, c'est facile. C'est accessible à toutes ces personnes-là dans des pays pas forcément évidents, qui tombent très rapidement dans la délinquance Internet. Voilà, c'est une méthode simple en tout cas et qui est apparemment très profitable. Ce qui vient après, c'est des trucs du genre 600 millions, 500 millions, le ransomware, le cybercrime plus classique. Comment il arrive à infiltrer l'ordinateur? C'est avec Très bonne question. Avec un scam? Avec du phishing. Il va aller envoyer un lien de phishing à la personne, ou alors souvent, vous pouvez aussi acheter des accès. Ça se fait aussi, il y a des gens ce qu'on appelle un botnet. Un botnet, c'est un ensemble de réseaux où il y a des bots, et ce ne sont que des machines qui sont compromises, en fait. En gros, c'est comme si je vous hackais tous dans la salle, après j'ai accès à tous vos ordinateurs. Mais tu trouves ça comment? C'est ça, généralement, il y a déjà des personnes qui s'occupent, par exemple, de balancer un crack de Photoshop sur Internet, sur des sites comme Wahmania. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps ça à un ami, sur Wahmania, sur des gros sites de torrent, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des outils craqués possèdent un virus. On peut faire une fusion d'un outil craqué avec un virus. Et généralement, ce qu'on sait avec les outils craqués, c'est qu'il faut désactiver l'antivirus. Donc, ce qui est une grosse porte d'accès aussi pour les virus. Parce qu'on croit qu'on va juste télécharger un crack de Photoshop. Mais sachez que je connais très peu de personnes, en tout cas, qui mettent volontairement, gratuitement des cracks sur des communautés. Généralement, s'il y a un crack d'accès, en tout cas, un crack sur 2 de logiciel possède un virus. Donc, il faut faire très, très gaffe. Et ces personnes-là qui infectent beaucoup de PC revendent les données derrière. Il y a des sites, même dans l'internet libre, on ne parle pas du darknet ou autre que je connais très peu, mais même sur des forums connus, on peut racheter directement des données bancaires, des comptes Megupload à l'époque, voilà, tout en fait, on peut tout racheter pour vraiment pas cher. Donc je pense que c'est vraiment la méthode la plus simple de racheter des comptes Gmail, même avec des footprints qu'on va appeler plutôt des dorks, qui s'appellent des dorks dans le milieu du hacking, où on peut récupérer des accès à des comptes, tout type de comptes, Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, etc. Sur le darknet, tu peux acheter des bots, tu peux acheter des ordinateurs compromis, entre guillemets. Des ordinateurs qui sont ouverts, qui donnent accès à... Qui sont compromis, tout à fait, c'est des bots. Un ordinateur chez Microsoft qui est ouvert, Alors, ça, chez Microsoft, c'est rarissime, mais dans des sociétés, oui, bien sûr. Okay. C'est exactement ça. Des ordinateurs qui ne sont pas protégés dans des entreprises. Mais ça se compte en millions. C'est-à-dire que les plus gros botnets aujourd'hui, on parle de millions de devices qui sont connectés, des millions d'appareils, d'ordinateurs qui sont connectés. Mais majoritairement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est lui-même qui le fait. Il envoie du phishing, il a des adresses email, donc que des sociétés, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est business email, c'est parce que ça va pas être monsieur et madame tout le monde. Et lui, derrière, après, il va envoyer les virus, il va essayer de ficher la personne pour pouvoir avoir accès derrière à son adresse email. Le mec, une fois qu'il a infiltré la machine, il voit totalement le screen de la personne ou ça se passe comment? Alors, une fois qu'il a infiltré la machine, normalement, il a un accès total à la machine. Ça veut dire il peut activer le micro, la webcam, il peut voir ce que tu es en train d'écrire, il peut... C'est ça ce que je vous expliquais avec les systèmes de RAT, R-A-T, Remote Administration Tool. Tu as un accès total à la machine. Écrire, même s'il a envie, créer un bloc-notes et t'écrire salut, ça va. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut en fait. Il est administrateur, il est root. En fait, ta machine, c'est sa machine. Il change l'IBAN? Oui. Par son IBAN. Exactement, Baba, t'as tout compris. À quel moment les gars ils voient pas ils voient bien qu'ils font un versement à un compte, il y a bien un moment donné ils disent merde, non, on a versé. Parce que regarde, imagine c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Je t'envoie des mails, des trucs, des machins, on fait ce qu'on doit faire et tout. Tu me dois 900 000 €. Parce qu'il a quand même volé 950 000 $ à un cabinet d'avocats, ok? Ah, il est chaud, hein. Très très chaud. Franchement, c'est ingénieux. Désolé de couper, mais pas mal de choses à dire sur ces propos-là. Il y a une très bon documentaire sur Netflix qui est par rapport à l'histoire de l'arnaque aux faux patrons ou aux faux dirigeants. C'est fait par des juifs. Franchement, ils sont trop forts. J'avais entendu l'histoire aussi il y a quelques années. Ils ont fait un documentaire à ce sujet-là et ça rejoint un petit peu ça, mais sur un autre level encore. Donc c'est parfait que tu me poses cette question. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Au bout d'un moment, moi, je vais bien devoir t'envoyer mes coordonnées bancaires. Toi, tu les as jamais reçues, tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc si moi, je suis Hush Puppy, j'ai juste à attendre le bon moment et à t'envoyer l'email que moi, j'aurais dû t'envoyer avec les coordonnées bancaires. Et toi, tu vas jamais te douter qu'il y a quelque chose de mauvais. Et donc, du coup, tu vas payer. Mais je suis d'accord. Et lui, derrière, il a accès à la boîte mail. Ça veut dire qu'il peut bloquer s'il veut. Moi, il peut me bloquer. Il peut me dégager à tout jamais de l'équation. Ah, c'est ça, parce que moi, c'est le client qui va réclamer. Genre, ils sont où mes 900 000? Ça, après, ça s'est fait justement. Mais c'est comme ça aussi après que les gens rencontrent que c'est une arnaque, qu'il y a des gens qui ont été volés. Bien sûr, au bout d'un moment, le poisson, enfin, le lapin sort du chapeau. Je sais pas comment tu peux dire. Là, on arrive quand même à un moment qui est central sur l'histoire de Hush Puppy, parce que c'est ce qui va causer malheureusement sa perte, et c'est aussi la partie la plus intéressante de l'histoire, c'est son ego. C'est-à-dire que son talon d'Achille à ce mec-là, c'est qu'il a un ego surdimensionné, et il peut pas s'empêcher de poster tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il a un compte Instagram qui est toujours actif à ce jour, qui s'appelle Hush Puppy. Le mec est certifié par Instagram, il a 2,5 millions d'abonnés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment il a fait. Okay. Et en fait, tout ce qu'il fait, ce mec-là,
c'est se vanter et flex. Ça veut dire qu'au début, quand il est en Malaisie, c'est tranquille. Une paire de Louboutin par-ci, une paire de Balenciaga, de Gucci, des trucs, de machin. Et puis après, tu vas voir une petite Rolex. Et après, tu vas voir un autre truc. Et au moment où il quitte la Malaisie, il fait une photo avec il appelle ça l'océan de Louboutin. Et tu vois qu'il y a genre 50 paires sur la même photo. C'est une dinguerie galactique. Et tu te rends compte que plus le temps passe, et plus le mec s'enrichit, et plus en fait, il montre, et il montre vraiment sa fortune aux gens. La règle de base dans ce milieu-là, dans le sale, dans les arnaques, dans tout ce que vous voulez, c'est tu flambes pas et tu montres pas. Je connais plus ou moins aussi, de loin ou de près, des arnaqueurs, des gens qui font du scam. Alors, je donne pas mon point de vue, mais je suis pas du tout pour ça. Et je sais que ces personnes-là flambent également, comme ce Hush Puppy. Ben, un jour ou l'autre, ils vont se faire avoir. Quand tu fais du sale, il faut pas te rendre visible. Tu dois totalement être anonyme. Tu dois pas. Voilà, c'est bien de flamber, mais ça dure que quelques mois, quelques années. À tout moment, on va te retrouver. Est-ce qu'on sait, enfin même pour les personnes qui font du carding, du hack de carte bancaire, qui volent de l'argent, etc. ou n'importe, quand on te trouve, c'est pas via l'IP, via des techniques très secrètes ou via par des experts cyber criminels ou je ne sais, mais c'est très simplement des fois par des caméras de surveillance. Lorsque tu vas retirer avec la carte bancaire qui ne t'appartient pas, par exemple. Voilà, dans vraiment des choses communes qu'on ne penserait pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à attraper vraiment les hackers, les scammers, les cardeurs, appelez-les comme vous voulez, en fonction des types d'arnaques. Donc, il ne faut pas flamber, surtout lorsqu'on fait ce type d'activité qui est très, très dangereux. Faire un compte Instagram, se vanter et en fait ne pas avoir réellement de grosses activités, comme il dit, on verra après dans l'immobilier ou autre, c'est très très dangereux en fait. C'était juste un compte à rebours avant qu'il se fasse choper. Et c'est ça qui va causer sa perte. Parce que là, il y a des gros soupçons et on commence à... Il attire l'attention et... Exactement. En fait, à partir de 2014... Enfin, en Malaisie, il a encore un petit peu de temps devant lui. C'est quand il va vers Dubaï que vraiment, là, il y a un mec du FBI qui dit les gars, c'est qui ce mec? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que le FBI s'est intéressé à Hush Puppy? C'est à cause de son ego. C'est-à-dire qu'il achetait tellement de choses de luxe, notamment chez Fendi, Gucci ou des trucs comme ça, qu'il est devenu ambassadeur de la marque. Hush Puppy, c'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris, frère. Je te promets, c'est un mec qui se fait inviter à la Fashion Week à Paris. Fendi, ils se posent pas la question qui est ce mec. Non. Ils disent c'est un gars influent qui a un... Toutes les marques de luxe se sont tapées de où venait son argent. Il y a des histoires où, en gros, par exemple, en Malaisie, Fendi lui a fait un cadeau parce que ça a été le mec qui a le plus dépensé du pays. Et genre, par jour, il claquait des 20 000 ou un truc comme ça. Genre, on parle quelque chose vraiment d'aberrant et de stupide. C'est pour ça qu'en fait, les sommes qui sont mentionnées là-dedans, à la fin, vous allez voir de combien on va parler. Mais c'est galactique, en fait. Tous les concerts privés de tout le monde, il y est, il se fait citer dans des chansons de partout. En fait, le mec commence un petit peu à avoir une influence réelle en tant qu'influenceur, en fait. Ça devient un influenceur classique. Son business continue, tu vois qu'il est de plus en plus riche, les années passent. Mais à aucun moment, quelqu'un se dit ça vient d'où en fait cet argent? Il fait quoi pour gagner autant d'argent? C'est quoi son business? Justement, sa justification à lui, elle est dans sa bio sur Instagram et c'est Real Estate Mogul. En gros, comme si c'était un pionnier de l'immobilier. Comme quoi, il fait de la construction en Afrique, comme quoi, il fait du développement urbain au Nigeria. En gros, c'est ça, son front à lui, c'est de dire qu'il est dans l'immobilier. Moi, je fais de l'immobilier, je suis dans la pierre, dans le terrain. Il assume pas du tout, il ment son... Pas du tout. Il y a une seule photo de lui où tu le vois derrière un ordinateur sur Instagram et elle est célèbre un petit peu parce que, si tu veux, c'est la seule fois où tu te dis « Ah ouais, le mec, en fait, c'était évident. » C'est comme si tu avais un petit peu la réponse devant les yeux d'où vient son argent depuis le début. Il y a une photo de lui où il est devant un MacBook en mode trop sombre. Et le truc, c'est que cet argent lui est monté à la tête. En 10 ans, il a gagné des centaines de millions de... Ouais, je pense que en 10 ans, le préjudice, il se fait largement plus de 120 millions, 150 millions, 200 millions. Tout ça, c'est que de l'argent volé, de l'arnaque et tout, ouais, c'est... 100%. Là, en gros, en Malaisie, ce que tu dois réaliser, c'est qu'il passe vraiment de petits cybercriminels qui devaient gagner 10, 20, 30 000 euros par mois à vraiment sérieux joueurs de l'équation avec vraiment des réseaux. Des gens qui sont là toute la journée pour justement faire en sorte que ces arnaques fonctionnent, avec des comptes bancaires établis un petit peu partout dans le monde, parce que cet argent, il faut bien le recevoir, frérot. C'est que c'est très compliqué. Très très peu de personnes peuvent avoir un compte bancaire comme ça où tu reçois des 5 millions, des 10 millions qui tombent. Justement, pour moi, ça me paraît irréel de recevoir tout cet argent sans que quelqu'un se dise... Enfin, faut être super bon en logistique et dispatcher tout cet argent. Et effectivement, il y a toute une mise en place assez folle, quoi. Dans le dossier que les États-Unis ont fait contre lui, à un moment, il parle d'un compte bancaire en Roumanie qui était capable de recevoir en 2 semaines 10 millions. 5 millions la première semaine, 5 millions la deuxième semaine. Comment ce mec-là a un compte bancaire en Roumanie avec une société où il est capable d'encaisser des telles sommes? Ça, c'est fort, tu vois. Et c'est pas tant l'aspect technique qui est intéressant chez Hush Puppy. Au final, c'est des gens qui hackent pour lui, c'est des gens qui surveillent pour lui, c'est des gens qui volent pour lui. L'intelligence de ce mec-là, elle révèle... C'est ça. Techniquement,
c'est réalisable par beaucoup de personnes, mais toute la structure, toute la hiérarchie de pirates, de scammers qu'il a mis en place, avec les contacts des banquiers, des encaissements, le blanchiment, etc., c'est vraiment ça qui est incroyable. C'est un autre level. De la chose, c'est un architecte, c'est un créateur, c'est un mec qui a trouvé un plan et qui a dit vas-y frère, je vais faire un business model et je vais tout voler. Et combien de personnes bossent pour lui, on sait, à plus ou moins ou... Quand il s'est fait arrêter, il y avait déjà 7 personnes dans la chambre, à même la chambre, parce qu'il avait une suite énorme au Palais Versace à Dubaï. Et sinon, après, il y a eu des arrestations au Nigeria, mais c'est un réseau en mode 20, 30, 40 personnes. Tu veux la suite? Je suis en mode Père Castor, j'ai l'impression d'être Père Rabbin, frère. Je te raconte une histoire. On aurait dû commencer comme ça, Père Rabbin. Fin 2014-2015, il quitte la Malaisie, direction Dubaï. Les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Sans doute parce que, 1, il n'y a pas d'impôt, 2, il y a un secret bancaire, 3, tout laisse penser qu'il n'a pas fait ça parce qu'il aimait bien les 40 degrés et l'humidité atroce que propose ce pays. Donc Dubaï, Émirats Arabes Unis, à ce moment-là, en fait, il est déjà sous surveillance du FBI. Parce qu'il y a un poste en particulier qui l'a fait, qui, c'est écrit d'ailleurs dans le rapport, qui en fait a mis juste la puce à l'oreille au FBI en disant « Ok, c'est pas possible ». C'est ça, le poste de trop, l'ego, le fait de se montrer. Quand on a des activités propres, c'est bien, mais généralement, même des personnes qui ont des activités propres ont souvent des casseroles, notamment parmi peut-être nos politiciens, nos élites ou des gros PDG. Et surtout cette personne-là qui fait voilà, du scam de manière exponentielle, c'était la photo de trop, quoi. Il y a un problème, ce mec-là gagne trop d'argent. On ne sait pas d'où il sort, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien. À côté de ça, nous, on a des entreprises aux États-Unis qui disent qu'elles se sont fait voler. Il y a des trucs qui semblent coïncider. C'est peut-être ce mec-là. Donc pour lui, c'est mauvais, frère. Ça commence à chauffer, il est dans la casserole de Bocuse. C'est la fin des temps modernes pour lui. Mais il ne le sait pas encore. Ça commence à mal se passer dès son arrivée à Dubaï, quoi. Non, grâce à Dieu, pour lui, ça se passe très bien. Mais il ne sait pas qu'il est observé. Déjà, quand tu es observé par une agence de renseignement, tu as déjà perdu. Mais en gros, lui, il continue dans sa folie, dans son extravagance. Et là, Dubaï, c'est problématique parce qu'il se croit invincible, il se croit intouchable. Là, c'est plus des Louboutin et des Dior et des Fendi qui montrent. C'est des Rolls, c'est des Richard Mille au poignet. Il s'installe au Palais Versace, il prend une grande suite pour lui et tous ses potes, et il continue à faire exactement ce qu'il fait. En 2017-2016, il vole à un Émirati quelque chose comme $1 million parce qu'il lui disait qu'il allait faire une école au Nigeria. L'école, frère, elle a fini en Rolls. Et il fait, à mes yeux, le coup de trop. Il y en a eu deux coups de trop. En gros, il a essayé de voler un club de première ligue. Personnellement, je pense que c'est Chelsea. Il n'y a aucune information qui montre que c'est Chelsea, mais ça n'engage que moi. C'est juste... Eux, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils veulent voilà, personne pas. n'a communiqué là-dessus. Moi, c'est juste mon avis en tant qu'être humain. Ça n'engage que moi. Mais pourquoi tu penses que c'est Chelsea? Disons que j'ai mes raisons. Disons que j'ai mes raisons de penser que c'est Chelsea. Et tu peux pas en parler? Non, mais je veux dire, t'as des petites preuves, t'as vu des choses que tu devais pas voir ou des... Waouh, tu veux me mettre dans une tombe avant mes 30 ans. En vrai, c'est juste, je pense que c'est Chelsea parce que, vas-y, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu dans les trucs et tout, ça me laisse penser que c'est Chelsea. Le flair du rabbin, ok? Accorde-moi ça. Le vrai problème qui l'a vraiment fait en sorte que la FBI après va l'arrêter, c'est la Banque de Malte. Et là, on parle en fait d'un hack qui s'est produit en 2019. En fait, lui, on lui a demandé de récupérer de l'argent. On lui a demandé en fait de récupérer de l'argent qui arrivait de la Banque de Malte pour après le dissimuler dans d'autres comptes bancaires. Concrètement, ce qu'on lui reproche, c'est aussi du blanchiment d'argent. Ça, c'est... Mais qui lui demande ça? Justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, le FBI et les services secrets américains se sont aperçus que le hack de la Banque de Malte a été orchestré par le Lazarus Group, qui est le bras armé de la Corée du Nord, qui sont en gros une équipe de hackers d'élite de la Corée du Nord et qui, toute la journée du matin au soir, ne font que ça. Ils tapent des banques, des crypto-exchanges, des mecs riches, et ils volent, et ils volent, et ils volent, et ils volent de l'argent pour... Ça finance le pays, hein. C'est chaud, mais c'est la dure réalité. C'est ouf quand même. enrichir Kim. Eux, ils ont mobilisé. hackent la banque et ils mobilisent Hush Puppy pour faire le sale boulot. Et lui, il le sait que c'est... Bien sûr que non. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un pion sur l'échiquier. Il sait pas qui c'est. Il sait pas qui taffe avec la Corée du Nord. Il sait pas qui déplace l'argent de Kim Jong-un. T'imagines ou pas? C'est de la folie, cette histoire. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait que le mec se fait 100% arrêter. Parce que si tu veux, incroyable. le hack, il était tellement violent. Lui, il reçoit des messages, encore une fois, tout est dans le rapport. Frère, j'ai besoin de recevoir 5 millions aujourd'hui, 5 millions demain, 5 millions par-ci. Ben, en fait, il communique avec des gens qui sont clairement des agents étatiques, en fait. Et là, c'est des pouvoirs où on n'est plus sur le cybercrime. Parce que Hush Puppy, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que d'un point de vue du cybercrime, c'est un monstre. Tout le monde savait qui c'était. Si tu avais la chance de travailler avec lui, tu pouvais gagner pas mal d'argent. C'est quelqu'un qui était très connu, il avait un réseau. Mais là, ça va au-delà. Là, quand tu travailles sans le savoir avec le Lazarus Group, c'est que tu deviens un acteur étatique. T'es un pion sur un échiquier, tu te fais déplacer, tu t'en rends même pas compte. Et j'espère juste, en fait, que les gens chez eux vont pouvoir réaliser que ce mec-là partait vraiment de rien. Il partait de Lagos, Nigeria, dans une précarité des plus totales. Et il a fini avec des centaines de millions de dollars à être le pion sur l'échiquier d'une agence de renseignement. Est-ce que tu te rends compte la folie de son histoire? Mais surtout que ce soit la Corée du Nord derrière, je savais pas ça, c'est incroyable. Incroyable.
C'est juste. C'est vraiment Il y a comme des tu trucs disais une série Netflix, quoi. C'est créé Vraiment. et c'est C'est pas fini. Netflix. C'est pas Et fini. c'est pas fini. Parce que, en gros, le hack de la Banque de Malte se fait. Donc, incroyable. Donc, Lui, lui, il est vraiment le pion qui va prendre l'argent qui est dans la banque de Malte pour la lui, distribuer. il reçoit l'argent et après, il le redispatche. C'est pas lui, le hacker qui va aller hacker dans la banque pour envoyer l'oseille. C'est pas lui qui va faire la commande Swift, les trucs, tout ça. C'est pas lui qui fait. Mais c'est lui qui envoie les drop accounts. Ça s'appelle des banques drop dans le milieu. C'est en gros les comptes que tu vas utiliser pour drop de l'argent volé et après, tu le redispatches. Généralement, en crypto-monnaie, en ce que tu veux, tu essayes de le sortir en cash. Bon, après, c'est tout un art, hein, frère, le blanchiment d'argent. Mais achetez mon livre pour plus d'infos. Il fait ce coup. Ouais. Il participe à ce mouvement d'argent qui Tout est à fait. énorme. Et là, c'est bon, les States, ils en ont marre et Ouais. ça coûte trop. Donc Hush Puppy, lui, à lui tout seul, déjà, il saoule, clairement. Donc le Sam, vas-y, il veut qu'il disparaisse. À Dubaï, un beau jour, en juin 2020, dans sa suite du palais Versace, avec ses 5 potes, se fait arrêter par un raid turbo-cosmique de FBI, Interpol et Dubai Police en même temps. Les mecs en ont tellement marre de lui qu'ils décident de faire un exemple. Ils filment tout. Le mec, il est en caleçon, il est dépité, il y a 25 flics dans sa chambre filmés. Et ils en font un documentaire. Pour bien l'humilier, pour bien montrer aux gens que voilà, Dubaï, c'est pas non plus le paradis pour les cybercriminels. Tu te feras arrêter. Grosse campagne de marketing sur lui. Énorme campagne de marketing. Il est extradé parce qu'en fait, Hush Puppy, c'est un mec aussi qui a énormément de pouvoir au Nigeria. Il a déjà corrompu les officiers de son pays pour parfois déjà pouvoir s'échapper. Donc le mec est extradé à Los Angeles. Il se fait juger. Prison Chicago. Là, il y a 6 mois, il y a eu en gros sa première audience, entre guillemets, qui a été faite. Et concrètement, il risque 25 ans de prison. Pendant l'arrestation, quand même, ce qui est récupéré, c'est 40 millions en cash. 11 voitures de luxe. Et je te parle pas un restaurant, hein. Je te parle Rolls-Royce, Lambo, Ferrari. Le mec, il avait un garage, voilà, un garage de luxe. Et le mec, il l'embarque et ils l'ont extradé aux États-Unis. Ouais. Comment ils font le Nigeria pour accepter Ah, je pense que le Nigeria, là, très clairement, ils n'avaient pas leur mot à dire, hein. Là, on est arrivé sur une situation de force où, en fait, ce mec-là, il fait tellement de problèmes, il cause tellement d'ennuis, il y a tellement de personnes qui sont sur lui dans plusieurs pays du monde, Plein que d'argent. le Nigeria, il se tait, là, en fait. Il dit rien. Ok. C'est juste, il se fait tout petit. Mais quand il se fait arrêter, j'ai oublié de mentionner, pardon, mais il y a aussi des trucs du genre plus d'une centaine de disques durs, clés USB, des centaines de millions d'informations sur des personnes. Le mec, il avait une Fnac chez lui, frère. Le mec avait juste, Il tu vas se à la balade Fnac. avec ça chez lui, c'est... Ouais, c'est- bah, il est dans une énorme suite au palais Versace avec ses 8 potes qui, eux, toute la journée sont devant un ordinateur à faire que ça. Pourquoi, personnellement, je trouve que cette histoire, elle est intéressante? Parce que C'est vrai qu'elle est incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable. C'est vraiment un architecte. Il a réussi à vraiment à créer tout un écosystème autour de ces arnaques et à faire des centaines de millions d'euros. Donc franchement, respect pour ce cas d'étude. Après voilà, faites pas de l'arnaque. Vaut mieux un SMIC en travaillant totalement honnêtement que plus d'argent et ne pas dormir la nuit. moi, je prône quelque chose qui s'appelle la conscience numérique. Dans mes livres, je parle de ça, c'est en fait comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est 100% numérique, 100% digitalisé, et que tout ce qui se passe découle que de l'écran d'Internet, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore assez de personnes qui sont conscientes de ça et qui ne savent pas comment vivre dans cet environnement-là. Lui, Hush Puppy, c'est un mec qui a compris ça. Il a compris que tout passe par Internet. Et il n'a pas besoin d'être en maths sup, maths spé pour coder des grands virus et des 0D et faire des trucs de fou. Non, non. Ce mec-là, peut-être que soit il y a une série Netflix ou Amazon sur lui, soit il travaille directement pour la NSA, CIA et tout, parce que lui, il sait des trucs sur le milieu du cybercrime, il peut te faire couler trop de personnes. Et d'ailleurs, les gens ont peur de ça. Et tu penses qu'il est comment aujourd'hui, lui? On sait comment il arrive à communiquer, il arrive... Alors, il n'y a pas eu de communiqué de sa part, ni d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison à Chicago, en attente de jugement. Je pense très honnêtement qu'il doit être super isolé. Ils doivent pas du tout vouloir qu'il puisse s'exprimer parce que c'est quelqu'un quand même qui a accumulé énormément de followers avec tout ce qu'il a fait. Même si ses abonnés vont pas l'aider, il a quand même du pouvoir, c'est un mec qui a de l'influence. Donc d'après moi, il est à l'isolement. Incroyable, hein. Avec du simple phishing, on peut faire beaucoup d'argent. Phishing, hein, ça peut être très simplement, par exemple, un mail sur les impôts. Parce que même si tu as 10% des personnes qui sont en retard de 3 jours sur leur impôt, c'est 10% de personnes qui vont cliquer parce que le mail va arriver au bon timing. Donc c'est pareil pour les colis, vous savez, les SMS qu'on reçoit sur les colis. Voilà, des arnaques, il y en a partout. Et lui, il a réutilisé en fait ces outils d'arnaque où on te vole $40 pour faire des 10, 20, 30, 40 millions d'euros. Donc c'est juste incroyable. C'est vrai que s'en prendre aux sociétés, en fait, c'est simple, hein. Techniquement, voilà, tu scrapes une base mail, enfin, tu prends tous les sites internet, tu rajoutes contact arrobase en France ou info arrobase aux US, et généralement, tu as déjà 50% des mails qui existent vraiment. Donc voilà, tu fais du phishing, tu envoies un virus, tu as accès aux différents PC, et de là, tu checkes les mails quotidiennement, ou tu mets des gars qui checkent les mails. Et comme il l'a très bien expliqué, un autre orateur, Rapin des Bois, on sait que si demain il y a un paiement, on va bloquer la personne qui envoie la facture, et on va remplacer sa facture par la nôtre, et on renverra le mail en fait. Et c'est très très simple, et voilà, tu reçois $10 000 sur ton compte direct. Bon, après, il faut maîtriser les autres points de l'anonymat, du blanchiment, tout
tous ces trucs-là. Mais techniquement, c'est faisable. Je sais le faire, beaucoup de personnes savent le faire. Mais voilà, après, tout a une fin. Que les personnes qui font du scam en dropshipping ou enfin qui n'envoient pas les colis ou du scam à cette hauteur-là sur des millions, tout a une fin. Faut faire très très attention, surtout quand on rentre dans ce vice-là, ça marche bien et on prend cette habitude-là, on prend ce quotidien-là et voilà. Donc les gars, s'il y en a qui font du scam d'entre vous, essayez de vite rentrer dans le droit chemin. Ce n'est pas trop tard, mais si vous continuez comme ça, vous pouvez à tout moment vous faire péter. Ok? Petite vidéo aujourd'hui, en tout cas c'était cool sur Rush Puppy. N'hésitez pas à conseiller d'autres formats, d'autres vidéos que je peux commenter sur la chaîne YouTube et sur Twitch. À très très vite tout le monde. Ciao.